Il existe une rencontre que Carl Jung a tenté d'effacer de l'histoire. Une rencontre qui le fit pleurer comme un oiseau blessé. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi cette conversation avec Helena Blavatsky a failli détruire le père de la psychologie moderne. Ce qui s'est passé dans cette pièce a changé Jung à jamais. Mais la vérité sur sa mère, cette vérité était bien plus sombre que tous les traumatismes qu'il avait analysés. Zurich, 1916. Carl Jung, déjà reconnu comme l'un des plus grands psychologues du monde, reçoit une lettre qui fit trembler ses mains. Helena Blavatsky, la femme la plus controversée de l'occultisme, voulait le rencontrer. Non pour une thérapie, non pour une discussion académique. Elle avait quelque chose à lui montrer, quelque chose à propos de sa propre mère. Jung hésita pendant des semaines. Blavatsky avait la réputation de voir à travers les gens comme à travers du verre. Elle avait fondé la Société théosophique et affirmait avoir accès à un savoir dépassant les limites de la compréhension humaine. Beaucoup la qualifiaient d'imposteur. D'autres murmuraient qu'elle possédait des facultés que la science ne pouvait expliquer. Mais Jung faisait face à ses propres démons à cette époque. Sa mère, Emily Jung, était morte 3 ans auparavant. Et depuis, il ne pouvait s'empêcher de rêver d'elle. Des rêves étranges, perturbants. Comme si elle essayait de lui dire quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. La lettre de Blavatsky était directe. 3 lignes seulement. Dr Jung, votre mère parle encore, mais pas comme vous l'imaginez. Venez seul. Avez-vous déjà eu cette sensation que quelqu'un qui est mort est encore présent dans votre vie? Jung connaissait cette sensation mieux que quiconque. Il avait étudié l'inconscient collectif, les archétypes, les symboles qui connectent toute l'humanité. Mais lorsqu'il s'agissait de sa propre mère, toute sa brillante intelligence scientifique semblait s'évaporer. Emily Jung n'avait pas été une mère ordinaire. Elle passait des heures à converser avec des esprits, disait voir des gens que personne d'autre ne voyait. Carl a grandi en croyant que sa mère avait un lien particulier avec l'au-delà. Cela l'a fasciné depuis son enfance. Et peut-être est-ce cela qui l'a conduit à devenir ce qu'il est devenu. Mais et s'il y avait quelque chose de plus? Quelque chose qu'il n'avait jamais su? Jung accepte finalement la rencontre. Il arrive chez Blavatsky par un après-midi pluvieux d'octobre. La femme l'accueille avec un sourire qui semblait connaître tous ses secrets. Elle était plus âgée, les cheveux grisonnants, mais ses yeux avaient une intensité qui faisait sentir Jung comme un étudiant novice.
Asseyez-vous, docteur, dit-elle en indiquant une chaise devant une table ronde recouverte d'un tissu sombre. Parlons d'Emily. Jung s'assoit, mais il sent déjà quelque chose d'étrange dans l'air, comme si la température de la pièce avait baissé de quelques degrés. Blavatsky ferme les yeux et pose ses mains sur la table. Pendant quelques minutes, seulement le silence, puis elle ouvre les yeux, et ce qu'elle dit fait se redresser Jung sur sa chaise. Votre mère n'est pas morte de la façon dont vous le pensez, Karl. Elle n'était pas malade. Elle était vide. Jung fronce les sourcils. Vide? De quoi parlez-vous? Blavatsky se penche en avant. Votre mère a perdu son âme bien avant de mourir. Et elle le savait. Maintenant, Jung sent son cœur accélérer. Cela n'avait aucun sens. Sa mère était morte de cause naturelle. Elle était âgée, fragile. Mais Blavatsky continue, d'une voix qui semble venir de très loin. Emily a fait un pacte, Karl. Un pacte qui lui a coûté beaucoup plus cher qu'elle ne l'imaginait. Quel genre de pacte? Demande Jung, mais une partie de lui ne veut pas entendre la réponse. Blavatsky se lève et se dirige vers une étagère remplie de livres anciens. Elle retire un journal en cuir marron usé par le temps. Elle a tout écrit ici, chaque détail, chaque moment où elle sentait son âme s'éloigner. Jung regarde le journal comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Cela, c'est impossible. D'où avez-vous pris ça? Votre mère m'a contacté il y a des années, Karl. Bien avant que vous ne deveniez célèbre, elle était désespérée. Elle voyait des esprits, mais elle ne pouvait plus sentir sa propre âme. Comme si elle n'était qu'une enveloppe vide observant le monde. Blavatsky ouvre le journal et commence à lire. L'écriture est incontestablement celle de sa mère. Jung reconnaît chaque courbe des lettres, chaque point final, c'est réel. 16 mars 1889, lit Blavatsky à haute voix. Aujourd'hui, j'ai à nouveau senti le vide, comme si j'étais une poupée regardant par la fenêtre d'une maison étrangère. Karl m'a demandé pourquoi je parle seul. Comment puis-je lui expliquer que je ne parle pas seul? Je parle avec ceux qui ont encore une âme. Moi, je n'en ai plus. Jung sent ses mains devenir glacées. Arrêtez. Cela... Cela ne peut pas être vrai. Mais Blavatsky continue. 23 avril 1889. J'ai découvert la vérité aujourd'hui. Le pacte que j'ai conclu lorsque Karl était bébé. J'ai échangé mon âme pour sa vie. Il était mourant. Seulement 6 mois. Les médecins ont dit qu'il n'y avait aucun espoir. Alors j'ai trouvé un autre chemin. Maintenant, Jung est pâle. Il se souvient vaguement que sa mère lui avait dit qu'il avait failli mourir bébé. Mais il n'a jamais connu les détails.
Il n'a jamais voulu les connaître. Avec qui a-t-elle conclu ce pacte? Murmure Jung. Blavatsky le regarde directement dans les yeux. Avec des êtres qui existent entre notre monde et le suivant. Ils ont sauvé votre vie, Karl. Mais le prix était l'âme de votre mère. Jung se lève brusquement. C'est de la folie. Vous inventez tout ça. Est-ce que j'invente? Blavatsky tourne encore quelques pages. 5 janvier 1890. Karl a eu 1 an aujourd'hui. Il est en bonne santé, fort intelligent. Le pacte a fonctionné. Mais moi, je ne suis qu'une observatrice dans ma propre vie. Je vois tout, je ne ressens rien, comme si j'étais un fantôme habitant mon propre corps. Jung arrache le journal des mains de Blavatsky. Il reconnaît chaque mot, chaque douleur décrite là. Des souvenirs commencent à surgir. Sa mère le regardant avec une tristesse qu'il n'a jamais pu comprendre, elle parlant de se sentir déconnectée du monde. Pourquoi me montrez-vous ça? Demande Jung, la voix étranglée. Parce que vous devez connaître la vérité sur ce que vous êtes, Karl. Votre génie n'est pas seulement un talent, c'est le résultat d'une âme qui a été sauvée par un sacrifice impossible. Jung sent les larmes commencer à se former dans ses yeux. Mais cela signifierait que tout ce que je suis, tout ce que j'ai découvert sur l'esprit humain, c'est réel, interrompt Blavatsky. Mais cela vient d'un endroit bien plus sombre que vous ne l'imaginiez. Elle prend un autre livre sur l'étagère, plus épais, plus ancien. Votre mère n'a pas été la première à faire ce genre de pacte, Karl, et elle savait qu'un jour vous découvririez, c'est pourquoi elle a tout écrit. Jung ouvre le livre. C'est comme une encyclopédie de pactes impossibles, des gens qui ont échangé des morceaux d'eux-mêmes pour sauver ceux qu'ils aimaient. Des mères qui ont donné leurs âmes pour leurs enfants. Des pères qui ont sacrifié leur essence pour guérir des maladies incurables. C'est C'est un registre? Jung feuillette des pages et des pages d'histoires similaires et pose une question. C'est un archive, entretenu par des personnes comme moi, pendant des siècles. Sa mère voulait qu'il sache qu'elle n'était pas la seule et que son sacrifice avait un but. Il s'arrête sur une page précise, une vieille photo de sa mère, mais elle semble différente, plus jeune, et ses yeux ont une lumière qu'il n'a jamais vue de sa vie. Cette photo a été prise avant le pacte.
explique Elena Blavatsky. Regardez la différence. Jung compare avec ses souvenirs d'enfance. Sa mère a toujours eu ce regard distant, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Mais sur cette photo, elle semble complète. Comment est-ce possible que cela soit réel ? Murmure Jung. Il existe des forces dans ce monde que la science n'a pas encore atteintes, Karl. Votre mère y a eu accès, et elle en a payé le prix maximum. Jung ferme le livre et regarde Elena. Blavatsky, si c'est vrai, si ma mère a vraiment fait ça, alors toute ma vie est construite sur le sacrifice de son âme. Non, Elena Blavatsky secoue la tête. Votre vie est le résultat de l'amour le plus pur qui puisse exister. Votre mère a choisi de donner son essence pour que vous puissiez vivre. Et regardez ce que vous avez fait de cette vie. Jung pense à toutes ces découvertes. L'inconscient collectif, les archétypes, l'individuation, tout ce qu'il a apporté au monde de la psychologie. Serait-il possible que tout cela existe à cause d'un sacrifice surnaturel? Mais pourquoi se sentait-elle vide si elle aidait tant de gens? Elle voyait des esprits, se connecter à l'au-delà. Parce que voir n'est pas la même chose que sentir, Karl. Votre mère pouvait observer le monde spirituel, mais elle ne pouvait plus y participer. C'était comme regarder la vie à travers une fenêtre, toujours de l'extérieur. Jung sent un nœud dans la gorge. Des souvenirs commencent à prendre un sens. Maintenant, sa mère parlait toujours des esprits comme s'ils étaient des personnes réelles qui lui parlaient. Mais elle ne semblait jamais vraiment heureuse de ces conversations. C'était comme si elle était juste une traductrice, pas une participante. « Il y a plus », dit Elena Blavatsky, tournant les pages du journal. « Votre mère savait que vous développeriez des capacités spéciales à cause du pacte. Elle a écrit à ce sujet. 15 octobre 1891. Karl a commencé à faire des rêves étranges. Des rêves qui semblent être des souvenirs d'autres personnes. C'est le pacte qui se manifeste. Il aura accès à des couches de l'esprit humain que d'autres ne peuvent pas atteindre. Mais j'espère qu'il ne découvrira jamais le prix qui a été payé. » Jung se rassoit lourdement. « Mes rêves, mes visions sur l'inconscient collectif, tout cela vient de son sacrifice ? » En partie, oui, mais cela vient aussi de votre propre génie, Karl. Le pacte n'a fait qu'ouvrir des portes qui existaient déjà en vous. Jung regarde ses propres mains. Combien de fois ont-elles écrit sur l'esprit humain? Combien de découvertes ont-elles faites? Et maintenant, il découvre que tout cela a peut-être été possible à cause d'un pacte surnaturel. Existe-t-il un moyen de rendre son âme, même après la mort? Elena Blavatsky hésite. Il y en a. Mais cela exigerait que vous renonciez à tout ce que le pacte vous a donné. Vos capacités spéciales, votre connexion profonde avec l'inconscient. Vous deviendriez un...
psychologue ordinaire. Jung reste silencieux pendant de longues minutes. Dehors, la pluie continue de tomber. Dans la pièce, le temps semble s'être arrêté. « Montrez-moi comment », murmure-t-il finalement. Elena Blavatsky le regarde avec surprise. « Vous êtes sûr ? Cela changerait tout. Vos travaux futurs, vos découvertes, tout serait différent. Ma mère a sacrifié son âme pour moi. C'est le minimum que je puisse faire pour elle. » C'est à ce moment que Jung commence à pleurer. Ce ne sont pas des larmes de tristesse ordinaire. Ce sont les larmes d'un homme qui a découvert que toute sa vie a été construite sur le plus grand sacrifice imaginable, et qui doit maintenant décider s'il est prêt à faire le sacrifice inverse. Elena Blavatsky pose sa main sur son épaule. Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir avant de décider, Karl. Quelque chose que votre mère a écrit dans ses derniers jours de vie. Elle tourne vers la dernière page du journal. L'écriture est plus tremblante. Mais c'est toujours clairement celle d'Emily Young. 2 janvier 1914. Karl est devenu tout ce que j'espérais et plus. Ses découvertes sur l'esprit humain aideront des millions de personnes tout au long de l'histoire. Le sacrifice en valait la peine. Mais j'espère qu'un jour il comprendra que ce n'est pas seulement mon âme que j'ai sauvée. C'était l'avenir de la psychologie humaine. Jung cesse de pleurer et regarde Elena Blavatsky. Elle savait tout ce que je découvrirais. Avec lesquels elle a fait le pacte le lui ont montré, des éclairs du futur. Votre mère a vu des personnes être guéries grâce à vos théories. Elle a vu des thérapeutes utiliser vos méthodes pour sauver des vies. Elle savait que son âme n'était pas seulement échangée contre votre vie, mais contre l'impact que vous auriez sur le monde. Jung se lève et va jusqu'à la fenêtre. La pluie diminue. Des rayons de soleil commencent à traverser les nuages. Si je révoque le pacte, toutes ces personnes qui pourraient être aidées. Peut-être ne seront-elles jamais aidées de la même manière, complète Elena Blavatsky. C'est le choix que vous devez faire, Karl. L'âme de votre mère ou l'avenir de la psychologie. Jung ferme les yeux. Il peut presque sentir la présence de sa mère dans la pièce, comme si elle attendait sa décision, comme si toute son existence après la mort dépendait de ce qu'il choisirait en ce moment. Combien de temps ai-je pour décider ? Le rituel ne peut être effectué que... Dans certaines conditions astrologiques, la prochaine occasion sera dans 3 mois. En janvier 1917, Jung se tourne vers Elena Blavatsky. Et si je choisis de ne pas revenir en arrière, ma mère sera perdue pour toujours ? Pas perdue, mais incomplète. Elle continuera d'exister entre les mondes, observant, mais jamais vraiment participant à rien. Jung imagine sa mère comme ça, éternellement en train de regarder la vie sans pouvoir la vivre, sans pouvoir ressentir la joie, l'amour, la...
paix, juste en train d'observer comme une spectatrice éternelle. Il y a une troisième option, dit Elena Blavatsky doucement. Mais elle est plus dangereuse. Jung la regarde attentivement. Laquelle? Vous pouvez essayer de partager le pacte, assumer la moitié du fardeau de votre mère. Cela lui rendrait au moins une partie de son âme, mais cela limiterait aussi vos propres capacités. Et les risques? Si quelque chose tourne mal pendant le rituel, vous pourriez tous les deux être perdus. Entre les mondes, ni vivant ni mort, juste, existant. Jung considère les options. Tout garder comme ça et laisser sa mère incomplète pour toujours. Tout inverser et éventuellement nuire à des millions de personnes qui pourraient être aidées par ces futures découvertes. Ou risquer tout dans une tentative de trouver un juste milieu. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il finalement. Bien sûr, mais souvenez-vous, Karl, votre mère a fait ce choix par amour. Toute décision que vous... prendrez doit aussi venir de l'amour. Jung prend le journal de sa mère. Puis-je garder ça? Elle voulait que vous le possédiez. Il y a d'autres entrées que vous n'avez pas encore vues. Des choses sur votre enfance qu'elle ne vous a jamais racontées. Jung serre le journal contre sa poitrine. C'est comme un morceau de l'âme perdue de sa mère. Le seul lien tangible qu'il a avec le sacrifice qu'elle a fait. Elena, dit-il avant de partir. Pourquoi m'aidez-vous? Qu'est-ce que vous gagnez à cela? Blavatsky sourit tristement. Parce que moi aussi j'ai passé des pactes, Karl, et je sais ce que c'est que de porter le poids de choix impossibles. Parfois, aider quelqu'un à trouver la paix est la seule façon de trouver la nôtre. Jung quitte la maison de Blavatsky dans une confusion mentale totale. Le monde semble différent maintenant. Les arbres, les gens dans la rue, même l'air qu'ils respirent. Tout porte une signification plus profonde, comme s'il voyait la réalité à travers des couches qui étaient auparavant invisibles. Cette nuit-là, Jung ne parvient pas à dormir. Il lit le journal de sa mère, page après page. Chaque entrée révèle une nouvelle facette du sacrifice qu'elle a fait, et plus il lit, plus il comprend l'ampleur de ce qui est en jeu. Sa mère n'a pas seulement échangé son âme pour sa vie. Elle a échangé son âme pour l'avenir de la compréhension humaine de l'esprit et de la matière. Mais est-ce que cette connaissance vaut une âme perdue à jamais? Les 3 mois suivants furent les plus douloureux de la vie de Jung. Il annula des consultations, évita ses collègues et passa des journées entières à relire chaque mot du journal de sa mère. Chaque page révélait une nouvelle couche de douleur qu'elle lui avait cachée toute sa vie. 10 juin 1895.
Karl m'a demandé aujourd'hui pourquoi je parle à des gens qu'il ne voit pas. Comment puis-je lui expliquer que c'est la seule façon de me sentir moins seul? Ils ont des âmes. Je ne suis qu'un écho. Jung posa le journal sur la table et passa ses mains sur son visage. 3 mois pour décider du destin de l'âme de sa mère, et plus le temps passait, plus il se sentait perdu. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire arriva. Jung commença à rêver de sa mère. Mais ce n'étaient pas des rêves ordinaires. C'étaient des rencontres. Comme si elle était vraiment là, lui parlant. Dans le premier rêve, elle apparut jeune, comme sur la photo que Blavatsky lui avait montrée. Ses yeux brillaient de cette lumière qu'il n'avait jamais vue dans la vie réelle. « Karl, dit-elle, sa voix résonnant comme si elle venait de très loin. Tu as trouvé la vérité, maman. » Est-ce réel? Êtes-vous vraiment là? Elle sourit, mais c'était un sourire triste. Je suis entre deux mondes, mon fils. Pas complètement ici, pas complètement là. C'est comme ça que je vis depuis que j'ai passé ce pacte. Jung s'approcha d'elle dans le rêve. Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit? Parce que tu étais un enfant, et puis, parce que tu es devenu un homme brillant qui avait un but plus grand que de connaître ma douleur. Mais j'aurais pu aider, j'aurais pu trouver un moyen de... De quoi, Karl? D'inverser l'irréversible? Elle toucha son visage d'une main qui semblait faite de brume. Tu crois que je n'ai pas essayé? Tu crois que je n'ai pas cherché toutes les manières possibles de récupérer ce que j'ai perdu? Jung sentit des larmes aux yeux, même dans le rêve. Elena a dit qu'il y a un moyen, un rituel. Je peux annuler le pacte. Et perdre tout ce que tu es, tout ce que tu peux devenir? Émilie secoua la tête. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Mais vous resterez comme ça pour toujours? Émilie marcha jusqu'à une fenêtre qui apparut de nulle part dans le rêve. De l'autre côté, Jung pouvait voir des paysages qui changeaient constamment. Des forêts qui se transformaient en océans, des montagnes qui devenaient des villes. Tu veux savoir ce que c'est que de vivre sans âme, Karl? C'est comme regarder le plus beau film du monde, mais sans jamais pouvoir ressentir les émotions qu'il devrait susciter. C'est connaître toutes les réponses, mais sans jamais ressentir la joie de la découverte. Jung la rejoignit à la fenêtre. C'est terrible, maman. Oui, mais sais-tu ce qui rendrait cela encore pire? Savoir que mon sacrifice a été vain.
que tu as abandonné tout ce que tu peux accomplir à cause d'une culpabilité que tu ne devrais pas porter. Mais Helena a parlé d'une troisième option, partager le pacte. Peut-être. Émilie se tourna vers lui, et pour la première fois dans le rêve, ses yeux montrèrent une peur réelle. Karl, non. Cette option est plus dangereuse qu'elle ne te l'a dit. Pourquoi? Parce que les êtres qui ont fait le pacte avec moi, ils n'aiment pas les changements de termes. Si tu essaies de modifier ce qui a été fait, il pourrait ne plus rien rester de nous deux. Jung se réveilla en sueur froide. Le rêve avait été si réel qu'il pouvait jurer qu'il sentait encore le parfum de sa mère dans l'air. Mais quelque chose avait changé. Une certitude grandissait en lui. Il ne pouvait pas annuler le pacte. Cela trahirait le sacrifice de sa mère. Mais il ne pouvait pas non plus la laisser perdue à jamais. Il y avait une quatrième option que personne n'avait mentionnée. Jung prit du papier et un stylo et commença à écrire frénétiquement. Des théories, des connexions, des possibilités que son esprit entraîné commençait à former. Et si le problème n'était pas le pacte en lui-même? Et si le problème était que sa mère était seule dans cet état? Il passa les jours suivants plongé dans des recherches. Des livres anciens d'occultisme, des textes sur l'âme et l'esprit, des théories sur la conscience qu'il n'avait pas encore publiées. Et lentement, une idée commença à se former. Une semaine avant la date limite, Jung chercha à nouveau Blavatsky. « Helena, dit-il dès qu'elle ouvrit la porte, je dois vous poser une question. Les êtres qui ont fait le pacte avec ma mère, sont-ils encore actifs ?» Blavatsky l'invita à entrer, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. Pourquoi voulez-vous savoir? Parce qu'il existe peut-être un moyen de faire un nouveau pacte, non pas pour annuler l'ancien, mais pour le compléter. Karl, c'est extrêmement dangereux. Ces êtres ne sont pas bienveillants. Ils passent des pactes, mais ils prennent toujours plus qu'ils ne donnent. Et si j'offrais quelque chose qu'ils apprécient plus qu'une âme? Blavatsky s'arrêta au milieu de la pièce. De quoi parlez-vous? Jung sortit une pochette de papier de son sac. Des connaissances sur l'esprit humain auxquelles aucun mortel n'a jamais eu accès. Mes futures découvertes, mes théories non publiées, tout ce que je pourrais créer dans les 50 prochaines années. Vous offririez vos futures découvertes en échange de l'âme de votre mère? Pas exactement. J'offrirais le droit exclusif d'accès à ces découvertes.
Il pourrait utiliser ces connaissances pour mieux comprendre le fonctionnement de la connexion entre l'âme et l'esprit. En échange, il rendrait l'âme de ma mère. Blavatsky le regarda comme s'il avait perdu la raison. Karl, vous parlez de donner aux entités sombres accès aux secrets les plus profonds de la psyché humaine. Comprenez-vous les implications de cela? Je comprends, mais je comprends aussi que ma mère ne peut pas rester perdue pour toujours. Et s'ils utilisent ces connaissances pour manipuler d'autres personnes? Pour créer d'autres pactes comme celui que votre mère a fait? Jung hésita. Cette possibilité le hante. Alors, j'établirai des limites, des règles. Elles auront accès au savoir, mais ne pourront pas l'utiliser pour nuire à des innocents. Croyez-vous pouvoir contrôler des êtres qui existent depuis des millénaires, qui passent des pactes avec les mortels depuis la nuit des temps? Jung se lève et se met à marcher dans la pièce. Elena, ma mère a sacrifié son âme pour moi. Je ne peux pas simplement accepter ça et passer à autre chose. Je dois essayer quelque chose. Blavatsky soupire profondément. Il existe un moyen de les contacter, mais si vous le faites, il n'y aura pas de retour en arrière. Elles apparaîtront, écouteront votre proposition. Et si elles refusent, les conséquences pourraient être terribles. Quel genre de conséquences? Elles pourraient se décider que vous représentez une menace pour les accords existants, et simplement, vous éliminer. Jung pense à sa mère perdue entre les mondes, observant éternellement sans jamais participer. C'est un risque que je suis prêt à prendre. Très bien, mais nous ferons cela à ma manière, avec des protections, avec des précautions, et si je vous dis de vous arrêter, vous vous arrêterez immédiatement. Jung acquiesce. 3 jours plus tard, par une nuit sans lune, Jung se retrouve de nouveau chez Blavatsky. Mais cette fois, la pièce est complètement différente. Des cercles tracés au sol, des bougies noires disposées selon des motifs précis et une odeur dans l'air qu'il ne parvient pas à identifier. « Avant que nous commencions, dit Blavatsky, je veux que vous compreniez une chose. Les êtres avec lesquels nous allons parler ne pensent pas comme des humains. Ils ne ressentent ni compassion, ni remords. Ni amour. Ils passent des pactes basés sur la valeur pure. Si votre offre n'est pas assez précieuse, ils s'en iront simplement. Si elle est trop précieuse, ils pourraient vouloir plus que ce que vous êtes prêt à donner. Jung acquiesce. Je comprends. Et autre chose, une fois qu'ils apparaîtront, vous ne devez pas montrer de peur. La peur est une faiblesse qu'ils exploitent. Restez ferme. Soyez clair dans vos intentions.
et n'acceptez rien de plus que ce que vous voulez. Blavatsky commence à réciter des mots dans une langue que Jung ne reconnaît pas. Les bougies se mettent à trembler, bien qu'il n'y ait aucun vent dans la pièce. La température chute drastiquement, et Jung voit sa propre respiration former de la vapeur dans l'air. Puis, quelque chose commence à se matérialiser au centre du cercle. Ce n'est pas une forme physique au sens traditionnel. C'est plus comme une absence de lumière qui a conscience, une ombre avec une présence. Et quand elle parle, les mots apparaissent directement dans l'esprit de Jung. Samson, Jung, fils d'Émilie. Pourquoi nous convoques-tu? Jung avale sa salive, mais garde la voix ferme. Je viens faire une proposition, un nouvel accord. L'accord avec ta mère a déjà été conclu. Il ne peut pas être modifié. Je ne veux pas le modifier. Je veux y ajouter quelque chose. L'entité reste silencieuse un instant. Jung sent qu'elle est en train de le analyser, comme si elle lisait chaque pensée, chaque souvenir, chaque possibilité future. Parle. Jung respire profondément. J'offre un accès exclusif à toutes les connaissances sur l'esprit humain que j'ai développé et que je développerai au cours des 50 prochaines années. Des théories sur l'inconscient, des méthodes de guérison psychologique. Une compréhension de la nature de l'âme humaine. Tout cela en échange de l'âme de ma mère. Intéressant. Et quelles limites imposes-tu à cet accès? Vous pouvez utiliser les connaissances pour mieux comprendre la connexion entre l'âme et l'esprit, mais vous ne pouvez pas les utiliser pour nuire à des innocents ou forcer des accords comme celui que vous avez passé avec ma mère. L'entité fait quelque chose que Jung interprète comme un rire, bien qu'il n'y ait aucun son. Tu crois pouvoir nous imposer des conditions? Je crois pouvoir offrir quelque chose d'assez précieux pour que vous acceptiez des conditions raisonnables. Silence. Plus d'analyse. Jung se sent comme si son esprit était un livre feuilleté par des mains invisibles. Tes connaissances futures, nous voyons leurs possibilités. Elles sont substantielles, mais pas suffisantes pour ce que tu demandes. Jung sent son cœur s'effondrer. Qu'est-ce qui serait suffisant? Ta propre connexion à l'inconscient collectif, la capacité qui te permet de voir au-delà du voile de la conscience commune, cela, ajouté aux connaissances, équivaudrait à une âme. Jung regarde Blavatsky, qui secoue la tête vigoureusement. C'est exactement ce qu'elle avait essayé d'éviter. Si je vous donne cela, pourrais-je encore aider les gens? Pourrais-je encore développer des théories qui puissent te guérir les esprits perturbés? Tu pourras.
Mais tes découvertes seront limitées, comme celles de n'importe quel mortel ordinaire. Jung ferme les yeux. C'est le vrai choix. Alors, sa génialité exceptionnelle contre l'âme de sa mère. Il y a une condition supplémentaire, poursuit l'entité. Si tu acceptes, ta mère récupérera son âme, mais vous deux serez connectés d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée. Elle sentira une partie de ce que tu ressens, tu sentiras une partie de ce qu'elle ressent. C'est le prix de la reconnexion. Jung ouvre les yeux. Cela signifie-t-il qu'elle sera à nouveau vivante? Pas comme tu comprends la vie, mais plus perdue entre les mondes. Elle existera dans un plan proche du tien, avec une âme complète, capable de sentir, d'expérimenter, de grandir. Jung regarde ses mains. Ces mêmes mains qui ont écrit sur l'inconscient collectif, qui ont découvert les archétypes, qui ont apporté la lumière à tant d'esprits perdus. Et maintenant, il envisage de les limiter pour toujours. Puis-je lui parler? Avant de décider, elle est là, dit l'entité. Elle a toujours été là, elle ne pouvait simplement pas se manifester complètement. Et puis Jung la voit, sa mère, se matérialisant à côté de l'entité obscure. Mais cette fois, elle semble réelle, complète, comme si son âme avait été temporairement restaurée pour cette conversation. « Karl », dit-elle. Et sa voix sonne comme il s'en souvient de son enfance. « Ne fais pas ça. Maman, tu es entière. » Pour quelques instants. Oui, elles me l'ont permis pour que nous puissions parler. Elle s'approche de lui. « Mon fils, ton don n'est pas seulement le tien, il est celui de l'humanité. Combien de personnes aideras-tu dans les prochaines décennies? Combien d'esprits guériras-tu? » Combien de découvertes feras-tu qui révolutionneront la compréhension humaine d'elle-même? Mais tu seras perdu. J'ai accepté mon destin il y a longtemps. Karl, ce que je ne peux pas accepter, c'est que tu sacrifies l'avenir de la psychologie humaine pour ma cause. Jung sent des larmes couler sur son visage. Mais je t'aime, maman. Je ne peux pas te laisser comme ça. Emily lui touche le visage, et Jung sent une chaleur réelle dans ses mains. Et je t'aime aussi. Plus que ma propre âme. C'est pourquoi j'ai passé l'accord. Et c'est pourquoi je te demande maintenant de ne pas en faire un autre. Mais Elena a dit qu'il y avait un moyen. Il y en a un, interrompt l'entité. Mais cela exige quelque chose qu'aucun de vous n'a encore offert. Jung et sa mère regardent l'ombre. Quoi? Fusion volontaire. Vous deux deviendriez une seule conscience.
Jung resterait lui-même, Emily retrouverait son âme, mais ils existeraient comme une seule personne. Deux esprits, une seule âme. Jung resta bouche bée. C'est possible? Possible, mais irréversible. Et cela changerait fondamentalement ce que vous êtes. Jung regarde sa mère. Qu'en pensez-vous? Emily hésite. Cela signifie que je ne serai plus jamais moi. Je ferai partie de vous, et vous feriez partie de moi. Mais vous auriez une âme. Vous pourriez ressentir à nouveau? Oui. Mais Karl, cela signifie que vous ne seriez plus jamais seul. Littéralement. Je serai toujours présente dans votre esprit. Jung réfléchit. Ne plus jamais être seul. Avoir toujours la sagesse et l'amour de sa mère en lui, mais aussi ne plus jamais avoir une intimité totale, ne plus jamais être complètement individuel. Et mes capacités, ma connexion avec l'inconscient collectif, elles resteraient intactes, répond l'entité, peut-être même amplifiée par la fusion avec l'âme de ta mère. Jung regarde Blavatsky qui semble maintenant fasciné et terrifié à la fois. « Je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelque chose de semblable », murmure-t-elle. « C'est complètement nouveau. » Jung se tourne vers sa mère. « Maman, si nous faisons cela, seriez-vous heureuse ?» Emily sourit, et c'est le premier sourire genuinement heureux que Jung voit chez elle de toute sa vie. « Karl, je ferai partie de la personne que j'aime le plus au monde. Et ensemble, nous pourrions aider plus de gens que... » Quiconque d'entre nous ne pourrait le faire seul. Alors oui, j'accepte. L'entité s'étend, remplissant presque toute la pièce de sa présence sombre. Êtes-vous sûr? Une fois commencé, le processus ne peut pas être interrompu. J'en suis sûr. Et toi, Emily? J'en suis sûr. Ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi a défié tout ce que Jung pensait savoir sur la réalité. L'entité a commencé à briller d'une lumière qui n'était pas une lumière, et Jung a senti comme si son corps se défaisait et se reformait en même temps. Il a vu des souvenirs qui n'étaient pas les siens, l'enfance de sa mère, le moment où elle a passé le pacte original, des années de douleur silencieuse à observer la vie sans pouvoir y participer. Mais il a aussi ressenti l'amour inconditionnel qu'elle avait toujours eu pour lui, amplifié d'une manière qui lui fendait l'âme. En même temps, Jung a senti qu'il partageait ses propres souvenirs avec elle, ses découvertes, ses moments de perspicacité. Ses luttes pour comprendre l'esprit humain, et il a senti comment elle absorbait tout cela avec une joie qu'il n'avait jamais vécue. Lorsque le processus a pris fin, Jung était par terre dans la pièce de Blavatsky, mais il n'était plus seul. Karl, c'était la voix de sa mère, mais venant de l'intérieur de son propre esprit. « Maman, tu es là? Je le suis. Et toi? Comment te sens-tu » Jung se lève lentement. Il se sent complet, comme si une partie de lui qui avait toujours manqué avait...
enfin été comblé. Je me sens entier, dit-il à haute voix, à Blavatsky qui l'observe avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Et je me sens vivante. La voix de sa mère résonne dans son esprit. Pour la première fois depuis des décennies, je me sens vraiment vivante. Jung regarde autour de la pièce. Tout semble plus clair, plus vif. Il peut percevoir des couches de signification dans chaque objet, chaque ombre, chaque reflet de lumière. Ses capacités non seulement sont restées intactes, elles se sont amplifiées. « Comment vous sentez-vous » demande Blavatsky prudemment. « Unis » répond Jung. « Mais nous sommes toujours nous-mêmes. C'est difficile à expliquer. »« C'est comme être deux personnes en harmonie parfaite », ajoute la voix d'Emily, et Jung réalise que Blavatsky peut aussi l'entendre. « Je peux choisir de me manifester ou de rester en arrière-plan. Et toi, Karl, as-tu l'impression d'avoir perdu quelque chose ?» Jung réfléchit à la question. « J'ai perdu la... » Solitude. J'ai perdu la sensation de tout porter seul. Mais j'ai gagné. J'ai gagné une compagne pour la vie. Quelqu'un qui comprend mon cheminement parce qu'elle en fait maintenant partie. Dans les jours qui ont suivi, Jung a découvert comment fonctionnait sa nouvelle existence. Pendant la journée, lorsqu'il travaillait avec des patients ou développait des théories, il était principalement Carl Jung. Sa mère restait en arrière-plan, offrant des idées occasionnelles ou des perspectives. Différentes. Mais le soir, lorsqu'il réfléchissait à sa journée ou écrivait dans son journal, elle devenait plus présente. Ils conversaient comme ils ne l'avaient jamais fait de leur vivant, partageant des pensées et des sentiments avec une intimité qui transcendait toute relation humaine normale. « Karl, dit-elle un de ces soirs, tu réalises que nous pouvons maintenant aider les gens d'une manière qu'aucun de nous ne pourrait le faire seul ? Je comprends la douleur émotionnelle d'une manière. Que tu n'as jamais vécu, et tu as les connaissances techniques pour transformer cette compréhension en guérison. » Et elle avait raison. Dans les semaines qui ont suivi, Jung a découvert que sa capacité à comprendre ses patients s'était considérablement élargie. Il pouvait sentir des nuances de souffrance émotionnelle qui lui passaient auparavant inaperçues. Et avec les conseils de sa mère, il a développé des techniques thérapeutiques qui étaient révolutionnaires, même selon ses propres normes. Six mois après le rituel, Jung a publié son œuvre la plus influente à ce jour. L'union des âmes, une nouvelle approche de la guérison psychologique. Le livre présentait des théories sur la manière dont les traumatismes profonds pouvaient affecter non seulement l'esprit, mais aussi l'essence spirituelle même d'une personne. Ce que personne ne savait, c'est que chaque page avait été écrite en collaboration avec sa mère. Chaque idée venait de l'union de deux perspectives. Le génie,
scientifique de Jung et la sagesse émotionnelle profonde de quelqu'un qui avait littéralement perdu et retrouvé son âme. « Tu sais, » dit Emily un après-midi pendant que Jung révisait des manuscrits, « je ne ressens plus de douleur pour le pacte que j'ai passé, parce que maintenant je comprends que tout s'est passé exactement comme il devait se passer. » « Comment ça ? Si je n'avais pas passé ce pacte, tu serais mort, bébé. Si tu avais grandi normalement, sans tes capacités spéciales, tu n'aurais. » Jamais développé les théories qui aident tant de gens. Et si nous ne nous étions pas unis de cette façon, je n'aurais jamais connu ce que c'est que de faire partie de quelque chose de plus grand que moi-même. Jung arrête d'écrire et sourit. Alors tu dis que la souffrance en valait la peine? Je dis que la souffrance avait un but. Et maintenant, unis, nous pouvons aider les autres à trouver un but dans leur propre souffrance. C'est à ce moment-là que Jung a vraiment compris ce que sa mère avait fait pour lui. Elle n'avait pas seulement échangé son âme contre sa vie, elle avait planté les graines pour qu'ils puissent, éventuellement, trouver une façon d'être ensemble qui transcende toute relation humaine normale. Des années plus tard, alors que Jung était devenu l'une des figures les plus respectées de la psychologie mondiale, il était souvent interrogé sur la source de ses intuitions uniques sur la nature humaine. Il répondait toujours que ses plus grands enseignements provenait d'une collaboration très spéciale avec quelqu'un qui comprenait à la fois la douleur et la guérison, d'une manière que peu de gens peuvent saisir. Et c'était vrai, car en lui, Emily Jung avait finalement trouvé la paix. Non seulement la paix, mais un but renouvelé. Elle pouvait ressentir la joie de chaque patient qu'ils aidèrent ensemble. Elle pouvait éprouver la satisfaction de chaque découverte théorique qu'ils faisaient. Elle pouvait participer à la vie d'une manière qu'elle n'avait jamais cru possible. « Karl, » lui dit-elle un soir, des décennies après le rituel, « merci. » »« Pourquoi, mère ? » »« Pour ne pas avoir accepté mon destin, pour avoir lutté pour moi, alors que j'avais abandonné le combat. » Jung sourit dans l'obscurité de son bureau. « Merci d'avoir conclu ce pacte initial. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Et merci d'avoir trouvé le moyen de transformer mon sacrifice en quelque chose de beau, car c'est ce qu'ils avaient en fait. Ils avaient transformé un acte de désespoir maternel en une union qui transcendait la vie et la mort, qui transcendait l'individualité, qui transcendait même les limites normales de l'amour humain. Elena Blavatsky avait dit à Jung que cette rencontre changerait tout, et elle avait changé, mais pas de la manière tragique qu'il avait initialement imaginée. Elle avait changé d'une manière qui a apporté la guérison non seulement à lui et à sa mère, mais à des milliers de personnes qui bénéficieraient
de ses futures découvertes. Et si vous, qui écoutez cette histoire, sentez que vous portez des douleurs qui semblent impossibles à surmonter, souvenez-vous d'une chose. Parfois, nos plus grandes souffrances ne sont pas des obstacles à éliminer. Ce sont des ponts qui nous mènent à des endroits que nous ne pourrions jamais atteindre seuls. Jung a découvert cela lorsqu'il a cessé d'essayer d'inverser le sacrifice de sa mère et a commencé à chercher des moyens de l'honorer. Émilie l'a découvert. Lorsqu'elle a réalisé que sa douleur pouvait être transformée en sagesse qui aiderait les autres, et ensemble, ils ont découvert que le véritable amour ne consiste pas à éviter les sacrifices. Il s'agit de trouver des moyens de transformer ces sacrifices en quelque chose qui transcende leurs propres nécessités. La prochaine fois que vous vous sentirez perdu, souvenez-vous, peut-être n'avez-vous pas besoin de trouver un moyen de revenir à ce que vous étiez auparavant. Peut-être devez-vous trouver un moyen de devenir quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui honore à la fois votre douleur et vos possibilités, quelque chose qui transforme votre souffrance en sagesse, quelque chose qui, comme Jung et sa mère l'ont découvert, soit plus grand que la somme de ses parties.